Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV. L'actualité de ce samedi, c'est d'abord ces retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade à l'instant au Palais de la République. Les deux hommes sont en conclave. Abdoulaye Wade retrouve le palais présidentiel 7 ans après. Les étudiants de l'UGB ont manifesté ce samedi. Ils vivent des conditions difficiles et aucune de leurs doléances n'est jusque-là satisfaite. Ces étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont bloqué la route nationale 2 pour réclamer la satisfaction de leur plateforme revendicative. Au moins 16 personnes tuées et 2 autres blessées dans une attaque contre une mosquée au Burkina Faso. Des djihadistes de Al-Qaïda et de l'État islamique seraient à l'origine de cette attaque. Bienvenue à tous. On ne parle que de ça, ces retrouvailles à l'instant entre Macky Sall et Abdoulaye Wade au palais présidentiel. Les deux hommes sont en conclave. L'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, est arrivé au palais à 17h10. Le palais, Abdoulaye Wade l'avait quitté il y a 7 ans. Plusieurs sujets seront naturellement abordés par les deux hommes. Et que pensent les Sénégalais de ces retrouvailles nouvelles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall? Certains évoquent des retrouvailles tout à fait logiques et naturelles. D'autres soupçonnent des manœuvres politiques. Le reportage de Abdourahmane Ly. Après le retrouvaille lors de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, Abdoulaye Wade et Macky Sall se donnent rendez-vous au palais présidentiel. Un fait qui, pour une partie de la population, témoigne de la sincérité de leur réconciliation qu'ils exposent et qui peut participer au renforcement de la cohésion sociale. C'est la suite logique des événements. C'est juste une suite logique des événements. C'est normal qu'ils se retrouvent parce que tout simplement, Abdoulaye Wade, c'est leur mentor. Il les a fabriqués de toutes pièces. Un pays ne peut pas espérer se développer sans la paix. Ce sont des choses à magnifier et à encourager, d'autant plus qu'ils se connaissent bien. Ils avaient juste quelques soucis et ils se retrouvent maintenant. On ne peut que s'en réjouir. On espère voir ces genres de choses constamment dans la vie politique. Une voix dissonante dans cette affaire, celle de Ousmane Traoré. Cet étudiant pense que ces rencontres ont une connotation purement politique. Ce ne sont que des coups de bluff. Parce que moi, je ne peux pas comprendre en fait, que ces deux personnes-là, il y a 5 ou 6 mois de cela, étaient en conflit et qu'aujourd'hui, ils veulent se mettre en consortium. Il y a vraiment quelque chose qui se cache derrière et que le Sénégalais lambda en tant que tel ne parvient toutefois pas à dénicher en fait. En fait, moi, je m'attends beaucoup plus déjà à l'avenir d'un Karim Wade parce que c'est sûr et certain que cette réconciliation fait sous-entendre en fait, ce rapport qui va bientôt sortir, c'est-à-dire en fait ce consortium entre Macky Sall et Karim Wade. Comme pour le soutenir dans sa thèse, Momar Thioune invite les politiques à se mettre au travail pendant qu'il a encore temps. On ne peut pas éternellement être dans l'opposition. On ne peut pas faire toute l'année de la politique, c'est aberrant. Il faut que l'opposition accepte la main tendue du pouvoir pour qu'on puisse espérer se développer. Sans le travail, c'est impossible. Toute l'année vraiment de la politique. Des retrouvailles qui doivent servir d'exemple aux éternels opposants. Si l'on s'en tient aux Sénégalais, il les invite à accepter la main tendue du chef de l'État pour l'intérêt du pays. Et nous parlons de cet accident qui s'est produit il y a quelques heures à Touba au quartier 28. Un immeuble de 3 étages s'est effondré. Un bilan encore provisoire fait état de 3 blessés, dont 2 graves. L'immeuble menacé ruine, mais il a été réfectionné pour les besoins du Magal de Touba. Un autre accident s'est produit ici à Dakar ce matin sur le pont de l'Émergence. 2 bus Tata de la ligne 29 faisaient la course juste vers la descente du pont. Ils ont heurté plusieurs véhicules sur leur passage. L'accident n'a pas fait de mort, mais il y a eu des blessés. Le récit de Omar Khan. Une passagère blessée, un taxi quasiment écrasé, 2 voitures personnelles heurtées. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit aux environs de 8h30 sur le pont de l'Émergence. Selon les témoins, ce sont 2 bus Tata de la ligne 29 qui faisaient la course pour arriver premier à l'arrêt bus et prendre les clients.
Très en colère, certains témoins demandent aux autorités de remettre à l'ordre les chauffeurs de Tata. Cet accident est loin d'être un cas isolé. La course-poursuite à laquelle s'adonnent les bus Tata pour arriver premier à l'arrêt bus et prendre les clients est connue de tous. Si cet accident n'a produit que des dégâts matériels, demain, il faudra s'attendre au pire. L'Assemblée nationale était en plénière ce vendredi. Les députés ont examiné le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards. Selon eux, ce document n'incrimine pas l'ancien directeur des impôts et domaines Mamour Diallo. À noter que ce document est un sujet à polémique. Cheikh Hassan Fall et Augustin Mandan. L'Assemblée nationale blanchit Mamour Diallo, alors que son nom a été cité dans une affaire présumée de détournement de 94 milliards. La commission d'enquête parlementaire à huis clos a conclu que l'ancien directeur des impôts n'était en rien coupable. Ce rapport dit tout simplement qu'il n'y a pas eu d'affaire de 94 milliards. Mais ce que je dis du rapport, c'est que Mamour Diallo n'a pas eu cette capacité. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a reconnu, il a pris un acte pour reconnaître que l'État doit à cette famille 94 milliards, mais ces 94 milliards n'ont pas été décaissés par l'État du Sénégal. Une commission d'enquête qui est bien allée en profondeur pour élucider cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous avons fait donc la procédure en faisant l'audition de toutes les parties, les héritiers, l'administration qui a été plus ou moins impliquée. Suite à nos investigations, après audition, confrontation des informations, les banques ont été saisies. Parce qu'il y a ces questions d'acquiescement et auprès des banques. Au final, l'Assemblée nationale donc, a fini sa mission. Et aujourd'hui, donc, c'est le dénouement quand même de cette procédure de plusieurs mois. Si cette affaire a créé un tollé, l'État y est pour quelque chose au vu des dysfonctionnements notés dans cette affaire. En fait, les dysfonctionnements que nous avons retenus, c'est d'abord les lenteurs que nous avons notées. Ce que nous avons constaté également, c'était vraiment au niveau de la Direction générale des impôts et domaines, qu'il y avait quand même certaines faiblesses, certains dysfonctionnements au niveau du traitement des dossiers et qui n'étaient pas souvent soumis à l'appréciation des autorités hiérarchiques. Des députés qui se réjouissent du travail de la commission d'enquête parlementaire qui, selon eux, leur aura permis d'accomplir leur mission de contrôle de l'action de l'État. Merci, Cheikh Hassan Fall. Ce samedi, dans la matinée, les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont manifesté sur la route nationale 2 qui est restée bloquée des heures durant. Ces étudiants réclament la satisfaction de leur plateforme revendicative qui prend en compte toutes les difficultés auxquelles ces étudiants sont confrontés. Saint-Louis, la correspondance de Momar Alissignon à l'ETIAM. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont bloqué ce matin la route nationale numéro 2 menant vers le Fouta pendant plus de 2 heures avant d'être dispersés à coups de grenades lacrymogènes par les éléments de la gendarmerie nationale. Ces étudiants déclarent à qui veut l'entendre que ceci constitue un premier acte dans leur plan d'action pour pousser les autorités sénégalaises à satisfaire l'ensemble de leurs plateformes revendicatives. Aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis ne se suffit plus de promesses et d'engagements. Elle exige la satisfaction effective, la satisfaction totale de l'ensemble des points sur la plateforme revendicative qui constitue le seul déterminant pour un éventuel levé de mot d'ordre. La CSL exige la livraison fonctionnelle du Wi-Fi qui devait être livrée depuis le mois de juin 2019. La livraison fonctionnelle du château d'eau pour enfin qu'arrêtent les coupures d'eau à l'université. La coordination des étudiants exige la réhabilitation des restaurants universitaires qui sont dans un état de délabrement total. Des prêts d'État qui vont permettre le paiement des étudiants omis dans les paiements des bourses. Je rappelle que des étudiants sont là depuis le mois de novembre 2018, non jusqu'à là, pour suivre leurs bourses. La coordination des étudiants exige la livraison des 2 000 que je rappelle, devait être livrée depuis février 2019 et devait loger les étudiants de la 28e promotion de l'Université. Aujourd'hui, à l'état actuel, ces logements risqueraient même de ne pas loger la 30e promotion de l'Université.
Après des échauffourées avec les forces de l'ordre, ces étudiants sont retournés à l'intérieur du campus tout en faisant savoir que dans les prochaines heures, ils vont encore se faire entendre si les autorités ne réagissent pas. Et plus que quelques jours avant le Magal de Touba, ce jeudi 17 octobre, l'UCG prend les devants. L'unité de coordination de la gestion des déchets solides a affecté une trentaine d'agents sur le terrain pour parler aux populations, leur faire comprendre comment, ou plutôt les sensibiliser sur comment gérer les déchets solides en période de Magal. Touba, la correspondance de Gorandaklo Sidignan. Ils sont une vingtaine de volontaires à sillonner dans la ville sainte de Touba pour sensibiliser davantage la population sur l'insalubrité. L'unité de coordination de la gestion des déchets solides s'engage déjà à faire de la capitale du mouridisme une ville zéro déchet. On est venu aider la commission de salubrité ici à Touba et aussi le coordinateur régional qui est ici présent, M. Dion, donc pour faire la sensibilisation aux alentours des maisons et aussi aux alentours de la mosquée, les commerçants, les ménages et les grandes familles religieuses, pour parler avec eux sur le conditionnement jusqu'au transfert à l'évacuation des déchets solides. C'est pourquoi l'UCG a envoyé l'équipe UVS composée d'une trentaine de personnes venues ici à Touba dans l'édition Magal 2019 pour vraiment participer à leur manière à l'appel de Serigne Touba pour rendre la ville de Touba propre. Veiller à la propreté de la commune de Touba, objectif majeur de l'UCG, une initiative magnifiée par bon nombre de personnes. C'est quelque chose de très intéressant. Je profite de l'occasion pour inviter les pèlerins à veiller sur la propreté de la mosquée et ne surtout pas jeter des objets qui pourraient nuire à l'environnement. Il y a des dépotoirs d'ordures à chaque coin. À moins d'une semaine de la commémoration du 18 Safar, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides sort les gros moyens pour un bon déroulement du Grand Magal de Touba. Merci Gorandaklo qui a signé cette correspondance. De nombreux villages à Kolda n'ont jamais connu l'électricité. Ils ont toujours vécu dans l'obscurité, mais aujourd'hui c'est une page tournée. L'agence sénégalaise d'électrification a apporté de la lumière dans 85 villages de Kolda. La correspondance de Seydou Diatta. Il y a 3 ans de cela, la région de Kolda ne disposait que de 7% de taux de couverture en électricité. Aujourd'hui, le taux est boosté jusqu'à 18% grâce à l'Agence sénégalaise d'électrification rurale à travers l'installation de mini-centrales solaires qui ont permis d'alimenter 85 villages sur l'ensemble du territoire régional. En 2014, Kolda figurait dans la zone rouge pratiquement avec un taux d'électrification moyen autour de 7%. Avec les efforts qui ont été consentis ces dernières années, on a pu atteindre un taux de couverture de 18% dans la région de Kolda, mais il reste encore beaucoup à faire. Ce projet vient à son heure avec le financement de la coopération allemande pour un financement, un montant de 120 millions d'euros, soit près de 79 milliards de CFA, nous permettra d'électrifier 300 localités. Et parmi ces 300 localités, plus de 82, environ 85 localités sont pour le moment retenues dans la région de Kolda. Vous savez, l'électricité, c'est comme la santé. Ça devient une nécessité, c'est obligatoire. Donc c'est impératif à toute commune pour le développement. L'obscurité est boutée hors de ces localités bénéficiaires du programme. Mais les habitants n'oublient pas autant les années de galère avant de se réjouir de toucher pour la plupart à l'interrupteur pour la première fois de leur vie. Moi, je suis né vers les années 1979. C'est en 2006 que j'ai vu le courant, comment ça fonctionne à Kolda. On utilisait les lampes torches chinois. On utilisait aussi les feux pour voir, pour mieux voir dans les cages. Bon, nous avons des difficultés surtout au problème du chargement de portable. Vous savez, bon, avant, nous on envoyait les portables à Dabo pour charger. La classe coûtait 500 francs. C'était très difficile pour nous. L'école ne pourrait pas faire l'informatique parce qu'il n'y a pas le courant, il n'y en a rien. Il n'y en a rien, ils ne pourraient pas, même les enseignants pour rester dans le village, ça posait beaucoup de problèmes. Ils logeaient à Dabo, mais maintenant, comme il y a le courant, nous sommes sûrs et certains qu'ils vont loger dans ce village-là, parce qu'il y en a tout.
Ce sentiment de joie est également combiné à l'esprit de solidarité. Il demande l'extension des services des mini-centrales aux autres villages. Et nous passons à notre reportage du soir. Les smartphones ont fini par faire croire que les téléphones portables à touche n'ont plus aucune utilité. Eh bien non, il y en a qui sont toujours attirés par ces téléphones simples. Pas de mail à trier, pas de réseaux sociaux à surveiller, pas de vidéos non plus. Juste le téléphone et les SMS. Reportage à Colobane, Mamadou Bipa Sissoko. Marché Colobane, lieu où la vente de téléphones est l'une des activités phares. Aujourd'hui, le marché de la téléphonie mobile est dominé par les smartphones. Mais pour certains vendeurs, les anciens modèles font faire encore de bonnes affaires. Tout le monde achète des téléphones simples, même ceux qui ont des smartphones en possèdent, parce qu'ils ont eux aussi leurs particularités. Pour nous vendeurs, il faut que l'on propose tous les produits aux clients, car notre offre doit répondre à la demande de notre clientèle. Beaucoup de clients n'ont pas besoin des utilités multiples des smartphones. Ils veulent juste passer leur appel et ces téléphones sont plus résistants et cela arrange vraiment les voyageurs. Pour un autre vendeur spécialisé dans la vente de smartphones, nous ne vendons que des téléphones de marque Samsung, Huawei, Apple. Ces derniers ont plein d'inconvénients. Pour les risques liés à notre activité, nos téléphones tombent et pour la plupart du temps, leurs écrans se brisent. Cela nous arrive souvent avec les téléphones de marque. Parfois aussi, tu vends un téléphone une semaine après, le client brise l'écran et revient pour nous causer du tort. Il y a tous ces problèmes. L'utilisation des smartphones est pour lui la source de beaucoup de problèmes. Il recommande les téléphones de la génération précédente. À mon avis, les téléphones simples sont meilleurs car l'utilisateur peut passer ses appels sans manifester de dépenses comme c'est le cas avec les smartphones. Les gens ne travaillent plus normalement au bureau. Ils passent une bonne partie de leur temps de travail à manipuler leur téléphone. C'est même l'un des sujets du sermon de l'imam de Massalikul Jinan. Certains fidèles, au lieu d'écouter religieusement les sermons dans les mosquées, préfèrent manipuler leur smartphone. L'évolution des nouvelles technologies entraîne beaucoup d'améliorations dans la vie de tous les jours. Cette modernité conduit naturellement à l'obsolescence des téléphones mobiles avant les modèles intelligents. Quand bien même, selon l'usage qu'on en fait, les téléphones à touche n'ont rien perdu de leur superbe. Le reportage de Mamadou Bipa Sissoko et cette actualité hors de chez nous. Une attaque dans une mosquée au Burkina Faso a fait 16 morts et 2 blessés. Il s'agit de la mosquée Salmossi. Des groupes armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique seraient les auteurs de cette attaque. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la régie. Dans quelques instants, retour à notre plateau spécial sur ces retrouvailles qui se déroulent à l'instant au Palais de la République entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Et vous allez retrouver Khalifa Diakhaté et son équipe, Antoine Diouf et Alassane Samba Diop. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 17h45 sur ITV.